La droite n'existe et ne se définit qu'en raison de l'existence d'une gauche. Elle n'est pas une entité, elle n'est fondée que sur des rapports. Difficile de semer plus de dissonance cognitive qu'en élaborant des définitions référentielles, surtout lorsqu'il s'agit de concepts politiques auxquels chacun n'accorde déjà pas la même définition. C'est pourtant l'angle d'attaque que choisit Michel Winocq, politologue français spécialiste de l'histoire politique contemporaine, pour introduire son essai La droite hier et aujourd'hui, publié en 2012. Et tout comme définir la liberté sans définir la contrainte, la vertu sans le vice ou l'idée sans la matière est fastidieux, élaborer une définition de la droite sans s'intéresser à la gauche est au mieux une impasse, au pire une solution de facilité malhonnête. Il ne s'agit pas dans un podcast dédié aux origines de la droite politique de dépeindre toutes les familles de la gauche. Il s'agit d'évoquer la gauche précisément parce que nous choisissons d'étudier les origines de l'aile droite du spectre politique. Étymologiquement, origo signifie la provenance ou la naissance. Or la droite n'est pas née de l'affirmation orgueilleuse de son essence originelle, c'est-à-dire que personne n'est venu crier à l'origine qu'il était de droite, bien que la droite présente ses propres caractéristiques, dont nous parlerons plus loin. Mais la droite est née par réaction. Michel Winocq précise cette définition en arguant que c'est la gauche, partie du mouvement, de la réforme et de la révolution, qui donne naissance par réaction au parti de la résistance. Par réaction contre quoi? Contre la gauche. Mais sortons du jeu conceptuel auquel nous nous attelons depuis une minute, pour rentrer dans le jeu politique concret. Le 9 juillet 1789, les députés des États généraux, comprenant donc les trois ordres, clergé, noblesse, tiers état, s'érigent en Assemblée nationale constituante afin de s'entendre sur la rédaction d'une constitution. S'ensuit alors un débat sur la question du droit de veto royal. Rappelons qu'à ce moment, la France est encore sous un régime monarchique de droit divin dans lequel le roi Louis XVI tire sa légitimité de Dieu par filiation. D'ailleurs, le terme de monarchie absolue est une terminologie péjorative qui n'apparaît qu'à la fin du XVIIIe siècle pour discréditer le pouvoir royal. Les partisans de ce droit de veto se placent à ce moment au côté droit du président de séance de l'Assemblée, tandis que ses opposants se placent au côté gauche. En décembre 1789, les termes de droite et gauche entrent dans le vocabulaire courant des débats politiques. Et nous avons d'ores et déjà bel et bien un parti du mouvement, au sens philosophique et non politique du terme, ceux qui veulent limiter le pouvoir du roi, et en face, un parti de la résistance, ceux qui veulent le conserver. On remarque dès lors que l'affirmation politique de la gauche aurait donc été la condition nécessaire à la naissance de la droite. Autrement dit, tout comme le désir d'ordre ne naît que si se présente en amont une situation de désordre, l'injonction à la conservation d'une situation politique ne fait sens que si cette même situation est menacée par un changement. Prôner la conservation d'un modèle n'est pertinent que si en face, ce modèle politique connaît une contestation. Un exemple historique, antérieur à l'apparition du clivage gauche-droite, mais plus littéraire, serait la querelle des anciens et des modernes, du XVIIe siècle, ayant opposé les partisans d'une conservation du modèle littéraire basé sur l'inspiration des legs de l'Antiquité à ceux qui, inversement, voulaient que les arts s'adaptassent à l'époque en créant leur propre singularité. En bref, la gauche, c'est par conséquent la tentation par l'inconnu, qui en retour crée la droite, préférant l'expérience historique. D'emblée, nous pouvons considérer la droite originelle, à savoir celle qui, dès le début, a souhaité conserver l'ordre établi de l'Ancien Régime. Ce point de départ historique pourrait suffire à contre-argumenter une partie de la définition de Michel Winocq, parce que celui-ci affirmait qu'il n'y aurait peut-être pas d'identité fixe de la droite. Mais non, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans la mesure où, rappelons-le, nous sommes au début de la Révolution. Et au sein de cette constituante, tous les députés sont royalistes. Pourtant, certains sont déjà à gauche du président de séance. Or, l'on sait bien que quelques mois plus tard, la gauche ne sera plus monarchiste, mais républicaine. Après la proclamation de l'Assemblée nationale législative en octobre 1791, ayant instauré une monarchie constitutionnelle, inspirée du modèle anglais, les anciens partisans de la monarchie de droit divin disparaissent de l'hémicycle, et la droite est alors représentée par le Club des Feuillants, souhaitant garantir l'enracinement de ce nouveau régime monarchique constitutionnel. Il constitue donc à ce moment le nouveau parti de la résistance face aux Jacobins, montagnards et girondins, qui sont eux désireux de poursuivre la lutte contre le pouvoir royal. Puis avec la proclamation de la Convention nationale en septembre 1792, les Feuillants, balayés par la Première République, sont remplacés par les Girondins, qui, anciennement de gauche, sont à leur tour poussés à droite par les nouvelles revendications encore plus à gauche des montagnards. Or nous faisons face à un premier problème. Comment considérer l'essence originelle, supposée fixe, de la droite, si celle-ci voit son identité évoluer au fil du temps selon les revendications à sa gauche? Comment penser la droite si une gauche à un instant T devient de droite à un instant T plus 1, tout comme les Girondins sont passés à droite sous la Convention, avant de passer sous l'échafaud? Ce problème d'évolution du spectre politique qui conduit la droite à se faire pousser à l'extrême droite par une ancienne gauche, elle-même devenant de plus en plus de droite à mesure que de nouveaux partis encore plus à gauche apparaissent, a été théorisé par l'essayiste et historien Albert Thibaudet en 1932 dans son ouvrage Les idées politiques en France sous le nom de sinistrisme. Le sinistrisme, du latin sinister signifiant qui est de gauche, explique que la gauche, dans son essence,
constitue l'arbitre du positionnement politique. En effet, dans la mesure où elle désire le changement et la droite la conservation, dès lors que la gauche a obtenu le changement et souhaite conserver ce dernier, à l'instar des feuillants qui souhaitaient conserver la monarchie constitutionnelle, celle-ci se fait doubler par sa gauche, par de nouvelles revendications de changement. Elle devient donc référentiellement de droite. C'est ce que l'historien René Raymond a nommé la position relative du clivage gauche-droite. Par exemple, les radicaux sous la Troisième République se sont fait doubler sur leur gauche par les socialistes, qui les accusaient de ne pas remettre en cause la propriété privée, alors qu'eux-mêmes étaient déjà issus du jacobinisme rousseauiste, qui avait doublé la gauche libérale, plus voltairienne, sur sa gauche. Un exemple concret sur le long terme du sinistrisme est celui du libéralisme. Si les libéraux défendent pendant la Révolution un projet qui se caractérise par son individualisme philosophique, sa foi en la raison et sa volonté de défendre les droits naturels au nom de l'universalisme, ces mêmes libéraux prônent également le libre commerce. Et ceux qui se placent à la gauche du roi en 1789 ne sont ainsi pas moins capitalistes que ceux se plaçant à sa droite, et bien au contraire. Pour preuve, l'article 8 du décret d'Allard de 1791 affirme que les attroupements ouvriers qui auraient pour but de gêner la liberté que la Constitution accorde au travail de l'industrie seront regardés comme attroupements séditieux. Or, ce décret a été l'aboutissement d'une revendication bourgeoise contre le corporatisme d'Ancien Régime. Un corporatisme qui entravait le plein développement d'une classe qui rêvait que la noblesse de sang fût remplacée par une noblesse d'argent. Cette loi a ainsi aboli définitivement les corporations si chères aux contre-révolutionnaires. Or, une partie de ces libéraux, ceux que l'on appellera les orléanistes, sont devenus de droite sous la monarchie de Juillet. C'est pourquoi l'analyse marxiste, ou devrais-je dire une interprétation de l'analyse marxiste, puisque Marx ne parlera jamais explicitement de gauche, eh bien cette interprétation qui proposait une lecture du clivage gauche-droite en termes de classe sociale, en donnant au socialisme le monopole de la gauche, cette analyse a oublié que, comme l'explique René Raymond, non seulement la distinction droite-gauche ne procède pas de la pensée socialiste, mais elle lui est demeurée longtemps étrangère. Le libéralisme n'est par essence pas de droite, il ne l'est devenu que parce que la bourgeoisie qui a fait la Révolution et promulgué la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'est fait doubler par une autre gauche qui remettait en question ce que Marx a appelé les droits de l'homme bourgeois. Non seulement le libéralisme n'a pas eu donc sur le long terme le monopole de la droite, mais surtout le socialisme n'a jamais eu celui de la gauche. L'opposition assez manichéenne au fond, entre libéraux et socialistes, était très postérieure à l'apparition du clivage gauche-droite. Et il y a, malgré le sinistrisme, toujours eu des libéraux de gauche, comme des antilibéraux de droite, qui se sont inscrits dans la filiation réactionnaire en abhorrant tant les préceptes du libéralisme politique, professé par quelqu'un comme Benjamin Constant, que ceux du libéralisme économique, défendu notamment par les écrits d'Adam Smith. Alors il ne s'agit pas de faire un podcast sur l'idéologie libérale qui est très complexe en histoire des idées, je vous laisse pour cela des écrits d'auteurs tels que Jean-Claude Michéa ou encore Pierre Manant. Mais il s'agissait d'un exemple très intéressant et emblématique, parce que la plupart ont tendance à définir le clivage gauche-droite par une opposition assez simpliste entre libéralisme et socialisme. Or, le libéralisme est l'exemple d'une idéologie qui, anciennement de gauche, s'est fait pousser à droite par ce phénomène du sinistrisme. Pour revenir à Michel Winocq, celui-ci retient ainsi 3 idées. Premièrement, droite et gauche sont indissociables l'une de l'autre et varient selon la conjoncture historique. Leur analyse est donc référentielle. C'est ce qu'il appelle l'aspect diachronique du clivage gauche-droite, du grec diachronos qui signifie « à travers le temps ». La droite et la gauche, en 1789, ne sont pas identiques à la droite et la gauche des années 1970, et le point de fracture entre résistance et mouvement dépend de la conjoncture. Comme le disait René Raymond, droite et gauche, qui trouvent dans l'existence de l'autre le principe de leur localisation sur l'axe binaire, se définissent aussi par rapport à une situation historique déterminée et en fonction de sa problématique. L'aspect évolutif du clivage gauche-droite est en cela fondamental. Veto royal contre absence de veto, puis monarchie absolue contre monarchie constitutionnelle, puis monarchie contre république, puis plus tard catholicisme contre laïcité. Bref, si la droite en tant qu'idée peut universellement se définir par l'esprit de conservation sinon de réaction, toujours est-il que du point de vue temporel, celle-ci n'est pas une naissance immuable et a évolué selon les triomphes successifs des gauches. Deuxièmement, droite et gauche constituent un antagonisme politique entre résistance et mouvement bien plus qu'un clivage économique. Cet antagonisme implique une dimension philosophique. D'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire relative à l'étude des origines de notre connaissance, la gauche pencherait davantage pour Michel Winocq en faveur du rationalisme, c'est-à-dire en faveur de la capacité de l'individu à rechercher l'universel par sa raison, là où, inversement, la droite tendrait à faire primer l'expérience historique et les traditions qui se sont transmises au nom de la stabilité, qu'elles ont pu démontrer et par scepticisme à l'égard de la raison individuelle. Du point de vue politique, enfin,
tandis que la gauche croit davantage en ce que Michel Winnock nomme la gouvernance par en bas, c'est-à-dire une gouvernance qui émanerait des hommes, pas nécessairement du peuple, pour la gauche libérale, mais du moins des individus. Eh bien, cette gouvernance par en bas serait justifiée par un plus grand optimisme anthropologique, c'est-à-dire un optimisme à l'égard de la nature humaine. Et par opposition, la droite serait quant à elle imprégnée de la tradition catholique et celle du péché originel, donc d'un pessimisme anthropologique. Et elle croirait davantage à la gouvernance par en haut, c'est-à-dire par Dieu, par un souverain qui ne serait pas nécessairement le peuple, et serait plus garante d'ordre et de stabilité. Cette gouvernance de droite émanerait donc de principes transcendants qui dépassent la raison humaine relatifs au divin. On peut lire par exemple les essais de Louis de Bonald qui sont très parlants à ce titre pour comprendre la philosophie de la droite contre-révolutionnaire, mais nous y reviendrons. Tout cela pour dire que la distinction droite-gauche peut également avoir un aspect originel qui est immuable, du point de vue philosophique du moins, même si, comme nous l'avons évoqué, le sinistrisme et l'aspect diachronique du clivage gauche-droite ont fait que la ligne de distinction entre droite-gauche a souvent changé selon les circonstances. Le troisième pilier de définition chez Michel Winnock, entre la droite et la gauche, constitue le deuxième axe de réflexion de notre analyse. En ayant posé les bases de la droite, il nous faut maintenant comprendre en quoi elle est un ensemble qui s'inscrit selon Winnock dans une dimension synchronique, c'est-à-dire relative à l'instant présent et qui nécessite d'être analysée au pluriel. Or, cette pluralité de la droite française implique de considérer plusieurs courants qui, bien qu'étant de droite, ne cohabitent pas sous le même toit et n'obéissent pas au même logiciel idéologique. Et cette pluralité trouve ses origines dans un ouvrage emblématique de l'histoire politique française. En 1954, le politologue et historien René Raymond, qui fut au passage le directeur de thèse de Michel Winnock, établit une analyse tripartite permettant d'identifier trois tendances idéologiques distinctes s'étant affrontées au cours du XIXe siècle, la droite légitimiste, la droite bonapartiste et la droite orléaniste. Dans le prochain épisode, nous analyserons les trois grandes familles de la droite française en nous penchant sur leur philosophie à l'aune de personnalités politiques qui en ont illustré l'histoire au cours du XIXe siècle.